Pourquoi la volonté est contagieuse ? John, 18 ans et tout juste sorti du lycée, descendit du bus près de l'US Air Force Academy, dans le comté d'El Paso, au Colorado. Il arriva avec, pour seul bagage, un sac à dos dans lequel se trouvaient les quelques objets que les nouveaux élèves officiers avaient le droit d'apporter. Un petit réveil, un blouson d'hiver, du papier à lettres et des timbres, et une calculatrice graphique. Il apportait aussi quelque chose qui ne se trouvait pas dans son sac à dos et n'était pas visible aux 29 autres nouveaux élèves officiers affectés au même escadron que John. Au fil de l'année, ces élèves vivraient ensemble, mangeraient ensemble et étudieraient ensemble. Et ce que John apporta se répandrait progressivement parmi les autres membres de son escadron, menaçant leur santé et leur carrière au sein de l'armée de l'air. Quel était ce fléau que John apportait ? Ce n'était pas la variole, la tuberculose, ni même une MST. C'était sa mauvaise condition physique. Bien qu'il soit difficile de croire que la forme physique puisse être contagieuse, un rapport de 2010 du National Bureau of Economic Research a révélé qu'une vague de mauvaises conditions physiques se répandait au sein de l'académie militaire comme une maladie infectieuse. Au total, 3487 élèves officiers ont été suivis pendant 4 ans, depuis les tests qu'ils avaient passés au lycée jusqu'aux examens réguliers de l'académie visant à évaluer leur niveau de forme physique. Au fil du temps, l'élève le moins en forme de l'escadron entraînait progressivement une baisse du niveau général des autres élèves officiers. En fait, une fois qu'un élève officier arrivait à l'académie, le niveau de condition physique du moins bon élément de son escadron était plus représentatif de ce que deviendrait la performance physique de ce nouvel élève que son propre niveau avant d'entrer à l'académie. Cette étude est simplement un exemple qui illustre comment les comportements que nous croyons dépendre du self-control dépendent aussi, de manière importante, de l'influence sociale. Nous aimons croire que nos choix sont insensibles à l'influence des autres et nous tirons une certaine fierté de notre indépendance et de notre libre arbitre. Mais la recherche dans le domaine de la psychologie, du marketing et de la médecine révèle que nos choix individuels sont profondément influencés par ce que les autres pensent, veulent et font, et également par ce que nous pensons qu'ils veulent que nous fassions. Comme vous le verrez, cette influence sociale nous mène souvent vers les ennuis. Cependant, elle peut aussi aider à atteindre nos objectifs de volonté. Les pannes de volonté sont peut-être contagieuses, mais vous pouvez aussi attraper du self-control. Propagation d'une épidémie. Les Centers for Disease Control and Prevention sont bien connus pour leur rôle dans le dépistage du virus comme le H1N1 et le début de l'épidémie du sida. Mais ils suivent aussi l'évolution à long terme de la santé nationale, y compris les taux d'obésité de tous les États du pays. En 1990, aucun État de la nation n'avait un taux d'obésité égal ou supérieur à 15%. En 1999, 18 États avaient un taux situé entre 20 et 24%, mais encore aucun État n'avait un taux égal ou supérieur à 25%. En 2009, seul un État, le Colorado, et le district de Columbia avaient un taux inférieur à 20%, et 33 États avaient un taux de 25% ou plus. Deux scientifiques, Nicholas Christakis de l'école de médecine de Harvard et James Fowler de l'université de Californie à San Diego, ont été frappés par le mot utilisé par les autorités sanitaires et les médias pour décrire cette tendance, une épidémie d'obésité. Ils se sont demandé si la prise de poids pouvait se transmettre d'un individu à l'autre d'une manière comparable à une maladie contagieuse comme la grippe. Pour le savoir, ils ont obtenu l'accès aux données du Framingham Health Studies, qui suit depuis 32 ans plus de 12 000 résidents de la ville de Framingham dans le Massachusetts. L'étude a commencé en 1948 avec 5200 participants. Et elle a ajouté de nouvelles générations en 1971 et 2002. Les membres de cette communauté ont apporté les détails de leur vie intime pendant des dizaines d'années, et notamment l'évolution de leur poids et leurs relations sociales avec tous les autres participants de l'étude. Quand Christakis et Fowler ont regardé le poids des participants au fil des années, ils ont constaté ce qui ressemblait vraiment à une épidémie. L'obésité était contagieuse, se propageant à l'intérieur des familles et entre amis. Quand un ami devenait obèse, le risque de devenir obèse soi-même dans le futur augmentait de 171%. Une femme dont la sœur devenait obèse avait un risque accru de 67% et un homme dont le frère devenait obèse avait un risque accru de 45%. L'obésité n'était pas la seule chose à se propager au sein de la communauté de Framingham. Lorsqu'une personne se mettait à boire plus, les consommations dans les bars et les gueules de bois se répandaient aussi à travers le réseau social. Mais les chercheurs ont aussi trouvé la preuve que le self-control est contagieux. Quand une personne laissait tomber la cigarette, cela augmentait les chances que la famille ou les amis de cette personne arrêtent de fumer.
Christakis et Fowler ont découvert le même schéma de contagion dans d'autres communautés et pour des défis de volonté aussi divers que l'abus de substances, le manque de sommeil et la dépression. Aussi perturbant que cela puisse être, l'implication est assez claire. Les mauvaises habitudes tout comme les changements positifs peuvent passer d'une personne à l'autre, tels les microbes, et personne n'est complètement immunisé. Sous le microscope. Votre réseau social. Tout défi de volonté n'est évidemment pas le résultat d'une simple infection sociale, mais dans la plupart des cas, il y a une influence sociale. Pour votre propre défi de volonté, considérez les choses suivantes. D'autres personnes de votre réseau social partagent-elles le même défi de volonté ? Rétrospectivement, avez-vous pris cette habitude d'un ami ou d'un membre de la famille ? Y a-t-il certaines personnes avec lesquelles vous avez plus tendance à vous faire plaisir ? D'autres personnes de votre réseau social ont-elles aussi récemment essayé de progresser face à ce défi ? Le moi social. Quand on parle de self-control, nous avons vu que l'esprit humain n'est pas un et indivisible, mais constitué au contraire de multiples facettes qui sont en concurrence. Il y a le moi qui veut une gratification immédiate et le moi qui garde à l'esprit votre plus grand objectif. Il y a le moi présent qui ne semble pas forcément avoir grand-chose en commun avec votre moi futur. Et comme si ce n'était pas assez, il s'avère que vous avez encore quelques autres personnes qui vivent à l'intérieur de votre tête. Je ne parle pas de troubles de la personnalité multiple. En réalité, je parle de vos parents, de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis, de votre patron et de toute autre personne qui fait partie de votre quotidien. Les humains sont faits pour être connectés les uns aux autres et nos cerveaux se sont adaptés astucieusement pour s'assurer que nous le sommes effectivement. Nous avons des cellules cérébrales spécialisées, appelées neurones miroirs, dont l'unique fonction est de suivre ce que les autres pensent, ressentent et font. Ces neurones miroirs se trouvent un peu partout dans le cerveau pour nous aider à comprendre toute la gamme des expériences des autres. Par exemple, imaginez que nous sommes tous les deux dans la cuisine et que vous me voyez tendre le bras pour attraper un couteau. Votre cerveau va automatiquement commencer à encoder ce mouvement. Les neurones miroirs qui correspondent au mouvement et à la sensation de votre main droite vont être activés. Ainsi, votre cerveau commence à se représenter ce que je suis en train de faire. Les neurones miroirs recréent le mouvement comme un détective qui reconstituerait une scène de crime pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Cela vous permet de deviner pourquoi je cherche à atteindre le couteau, et ce qui va se passer ensuite. Vais-je vous attaquer ? Ou ma victime désignée est-elle ce gâteau aux carottes sur le plan de travail ? Imaginons que je m'entaille le pouce droit en prenant le couteau. Aïe ! Au moment où vous voyez cela, les neurones miroirs des régions de votre cerveau associées à la douleur vont réagir. Vous ferez une grimace de douleur et vous saurez exactement ce que je ressens. Le ressenti de la douleur est tellement réel dans le cerveau que les nerfs de la moelle épinière vont même essayer de supprimer les signaux de douleur qui proviennent de votre propre main droite. Exactement comme si vous vous étiez effectivement coupé la main. C'est l'instinct d'empathie qui nous aide à comprendre et à répondre aux sentiments d'autrui. Une fois que je me suis mis un pansement et servi une part de gâteau, les neurones miroirs du système de récompense de votre cerveau seront activés. Même si vous n'aimez pas vous-même le gâteau aux carottes, si vous savez que c'est mon dessert préféré, ce qui est vrai, votre cerveau commencera à anticiper une récompense. Lorsque nos neurones miroirs encodent la promesse de récompense chez autrui, nous avons nous-mêmes très envie d'une douceur. Refléter les échecs de la volonté. Dans ce scénario tout simple, nous avons vu 3 façons dont notre cerveau peut attraper les échecs de la volonté. La première est par mimétisme non intentionnel. Les neurones miroirs qui détectent le mouvement d'une autre personne amorcent ce même mouvement dans votre corps. Quand vous me voyez tendre le bras pour prendre le couteau, vous pouvez inconsciemment vous retrouver à tendre le bras pour me donner un coup de main. Dans bien des situations, nous nous retrouvons à copier automatiquement les gestes et les actions des autres. Si vous faites attention au langage corporel, vous remarquerez que les gens qui sont en pleine conversation commencent à adopter la position de leur interlocuteur. L'une des deux croise les bras et quelques minutes plus tard, son interlocutrice croise les bras. L'une s'appuie contre son dossier et il ne faut pas longtemps avant que l'autre s'appuie également sur son dossier. Ce reflet inconscient et l'attitude physique semblent aider les gens à mieux se comprendre et ils créent aussi un sentiment de connexion et d'entente. Une des raisons qui font que les commerciaux, les managers et les politiciens apprennent à imiter intentionnellement la position des autres est qu'ils savent que cela aidera à influencer la personne dont ils reflètent l'attitude. Notre instinct d'imitation des actions des autres fait que lorsque vous voyez quelqu'un grignoter quelque chose, prendre un verre ou sortir sa carte de crédit, vous pouvez vous retrouver à imiter inconsciemment ce comportement et perdre votre volonté.
Ainsi, par exemple, une étude récente a observé ce qui se passe dans le cerveau des fumeurs quand ils voient un personnage de film fumer. Les régions du cerveau responsables du mouvement des mains ont été activées, comme si le cerveau des fumeurs se préparait à sortir une cigarette et à l'allumer. Le simple fait de voir quelqu'un fumer à l'écran a déclenché une impulsion subconsciente d'en faire autant, ce qui impose aux fumeurs le défi supplémentaire de réfréner cette impulsion. La deuxième façon dont notre cerveau social peut nous faire dévier est la contagion de l'émotion. Nous avons vu que les neurones miroirs réagissent à la douleur d'autrui, mais ils réagissent aussi aux émotions. Voilà pourquoi la mauvaise humeur d'un collègue peut déteindre sur nous et nous donner l'impression que c'est nous qui avons besoin d'un remontant. C'est pour cette raison que les comédies télévisées sont souvent accompagnées de rires enregistrés. Les réalisateurs ont l'espoir qu'entendre quelqu'un éclater de rire titillera votre sens de l'humour. La contagion automatique des émotions aide aussi peut-être à expliquer pourquoi les chercheurs en réseau social Christakis et Fowler ont découvert que le bonheur et le sentiment de solitude se transmettaient au sein des familles ou entre amis. Comment cela peut-il mener à un échec de volonté ? Quand nous attrapons un sentiment négatif, nous allons nous tourner vers nos stratégies habituelles pour nous sentir mieux. Cela veut dire que nous allons sans doute, à très court terme, croquer une barre chocolatée ou dévaliser les magasins. Enfin, notre cerveau peut même attraper la tentation quand nous voyons d'autres personnes céder à la tentation. Voir quelqu'un d'autre se livrer à ce que vous voulez justement éviter peut vous donner envie de faire comme lui. Quand nous imaginons ce que les autres veulent, leurs désirs peuvent déclencher nos désirs et leur appétit peut déclencher notre appétit. C'est une des raisons pour lesquelles nous mangeons plus quand nous sommes en bonne compagnie que quand nous sommes seuls. Les joueurs augmentent leur mise quand ils viennent de voir quelqu'un gagner une grosse somme, et nous dépensons plus quand nous faisons les magasins avec des amis. Sous le microscope, qui copiez-vous ? Cette semaine, faites bien attention pour découvrir si vous copiez le comportement de quelqu'un d'autre, surtout s'il s'agit d'un comportement en lien avec votre défi. Est-ce un petit plaisir commun qui cimente une relation ? Et dépassez-vous les bornes quand ceux qui sont autour de vous font de même. Un fumeur sous influence sociale. Marc venait de commencer à travailler au comptoir d'un café. Tous les employés avaient droit à une pause de 10 minutes toutes les 4 heures. Marc découvrit vite que la plupart passaient cette pause à l'arrière du café où ils pouvaient fumer. Ils se retrouvaient souvent là aussi, après les heures, pour bavarder et fumer une cigarette avant de rentrer chez eux. Marc n'était pas un fumeur régulier. Il fumait juste une cigarette ou deux à l'occasion lors des soirées. Mais il s'est retrouvé à fumer lorsqu'un autre employé était dehors à prendre sa pause et il traînait parfois après le travail pour fumer avec ses collègues. Quand nous avons abordé les influences sociales en cours, Marc s'est tout de suite reconnu. Il ne fumait jamais quand il était seul. Il semblait simplement plus facile de fumer que ne pas fumer quand il était au travail. C'était ce que les gens faisaient. Même le patron fumait pendant ses pauses. Marc ne s'était pas trop préoccupé de savoir où cette habitude sociale pourrait le mener, mais il était absolument certain de ne pas vouloir finir comme certains employés complètement accros qui ne vivaient que pour leur pause cigarette. Il a décidé d'arrêter de taxer des cigarettes à ses collègues, lesquels n'en ont pas été contrariés du tout. Au contraire. Mais Marc tenait absolument à continuer à se montrer sociable. Il n'avait simplement pas besoin de fumer pour cela. Quand les objectifs sont contagieux. Les êtres humains peuvent aisément lire dans les pensées des autres. Chaque fois que nous regardons des gens en train de faire quelque chose, nous utilisons notre cerveau social pour essayer de deviner leur but. Pourquoi cette femme crie-t-elle sur cet homme ? Pourquoi le serveur me fait-il du gringue ? Ce jeu de devinette nous aide à prévoir le comportement des autres et à éviter les désastres sociaux. Nous devons pouvoir nous protéger et protéger les autres des menaces sociales. Par exemple, la femme qui crie est-elle dangereuse ? À moins que ce ne soit l'homme sur qui elle crie. Qui a besoin d'aide en l'occurrence ? Nous devons aussi savoir choisir la réaction la plus appropriée dans une situation ambiguë. Le serveur aguicheur veut probablement un plus gros pourboire, et non que vous le retrouviez dans les toilettes. Lire automatiquement la pensée des autres a cependant un effet secondaire sur notre self-control. Cela active les mêmes objectifs en nous. C'est ce que les psychologues appellent la contagion des objectifs. La recherche montre qu'il est extrêmement facile d'attraper les objectifs d'une personne d'une manière qui modifie votre propre comportement. Dans une étude, par exemple, des étudiants ont attrapé l'objectif de gagner de l'argent simplement parce qu'ils avaient lu l'histoire d'un autre étudiant qui avait travaillé pendant les vacances de printemps. Ces étudiants ont travaillé plus dur et plus vite pour gagner de l'argent en travaillant pour un laboratoire. De jeunes hommes qui ont lu l'histoire d'un homme qui essayait de draguer une femme dans un bar ont attrapé l'objectif d'avoir des relations sexuelles ponctuelles, devenant de la sorte plus susceptibles d'aider une jeune et jolie jeune femme venue au milieu de l'expérience.
Les chercheurs ont confirmé que les jeunes hommes croyaient qu'aider une femme augmente les chances qu'elle couche avec eux, quoique je sois certaine que l'ampleur de l'effet est inférieure à ce que la plupart de ces jeunes hommes espèrent. D'autres études ont révélé que le fait de penser à un ami qui fume de la marijuana augmente le désir de jeunes étudiants de se shooter, alors que penser à un ami qui ne se drogue pas réduit leur intérêt. Que signifie tout cela pour votre self-control ? La bonne nouvelle, c'est que la contagion des objectifs se limite à des objectifs que vous partagez déjà à un certain niveau. Vous ne pouvez pas attraper un objectif tout nouveau par une simple exposition, comme vous pourriez attraper le virus de la grippe. Quelqu'un qui ne fume pas ne va pas avoir une envie irrésistible de nicotine en voyant un ami sortir une cigarette. Mais le comportement de quelqu'un d'autre peut activer dans votre esprit un objectif qui n'était pas dominant dans vos choix. Comme nous l'avons vu, un défi de volonté relève toujours d'un conflit entre deux objectifs en concurrence. Vous voulez le plaisir maintenant, mais vous voulez la santé plus tard. Vous voulez passer votre colère sur votre patron, mais vous voulez garder votre job. Vous voulez dépenser sans compter, mais vous voulez aussi en finir avec vos dettes. Voir une autre personne poursuivre l'un de ces objectifs concurrentiels peut faire basculer la balance de la volonté dans votre propre esprit. La contagion des objectifs marche dans les deux sens. Vous pouvez autant attraper du self-control que du laxisme. Mais nous semblons être particulièrement sujets à la contagion de la tentation. Si votre compagnon de repas commande un dessert, son objectif d'une gratification immédiate peut renforcer votre propre objectif d'une gratification immédiate au détriment de votre objectif de perdre du poids. Voir quelqu'un faire des folies pour les fêtes de fin d'année peut renforcer votre désir de gâter vos enfants pour Noël et vous faire oublier temporairement votre objectif de moins dépenser. Expérience de volonté. Renforcez votre système immunitaire. Nous n'attrapons pas toujours les objectifs d'autrui. Parfois, voir quelqu'un qui cède à la tentation peut, au contraire, renforcer notre self-control. Lorsque vous êtes fermement déterminé à poursuivre un objectif, par exemple perdre du poids, mais que vous avez conscience que vous avez un objectif conflictuel, par exemple vous régaler d'une pizza à pâte épaisse, voir quelqu'un faire quelque chose qui va à l'encontre de votre objectif prioritaire fera passer votre cerveau en mode alerte maximum. Celui-ci activera encore plus votre objectif dominant et commencera à générer des stratégies pour vous aider à le maintenir. Les psychologues appellent cela counteractive control, mais vous pouvez le voir comme une réponse immunitaire à tout ce qui menace votre self-control. La meilleure manière de renforcer votre réponse immunitaire aux objectifs d'autrui est de passer quelques minutes au début de votre journée à penser à vos propres objectifs et à la façon dont vous pourriez être tenté de les ignorer. Tel un vaccin qui vous protégerait contre les objectifs d'autrui, réfléchir à vos propres objectifs renforcera vos intentions et vous aidera à échapper à la contagion des objectifs.